Indépendante depuis 10 ans, je refuse d'héberger ma sœur. Mon père me gifle et me renie au dîner de Noël. Je pars. À l'instant où je franchis la porte, ils réalisent enfin ce qu'ils viennent vraiment de faire. J'avais vécu seul assez longtemps pour que le silence devienne une sorte de doux compagnon. Pas le genre de silence qui pèse par sa solitude, mais celui, stable, qui s'installe quand on construit enfin une vie selon ses propres termes. J'avais 34 ans, je travaillais comme analyste en conformité dans le centre-ville de Lyon, et je vivais seul depuis le milieu de ma vingtaine. Mon appartement, celui que j'avais acheté en 2019 après des années à enchaîner les longues nuits et les levers matinaux, était le premier endroit de ma vie où personne ne me disait ce que je lui devais. Je payais chaque facture moi-même. Je gérais chaque crise moi-même. Je rentrais dans un espace qui restait exactement tel que je l'avais laissé. Ce genre d'indépendance devient une religion silencieuse après un certain temps. Même maintenant, quand je repense à cette soirée de décembre, je peux encore sentir le changement s'opérer en moi. Avant que tout ne s'effondre, je conduisais à travers la ville au crépuscule. Les lumières de Noël clignotaient le long des rues, le soleil plongeait derrière les vieux immeubles en pierre de taille, et je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que des gens puissent vivre des vies entières sans jamais savoir ce qui les attendait au tournant. Peut-être est-ce pour cela que j'avais répondu au téléphone quand maman avait appelé plus tôt ce jour-là, sa voix trop enjouée alors qu'elle me rappelait le dîner de Noël. Je connaissais ce ton. Cela signifiait qu'elle avait répété quelque chose, bien qu'à l'époque, je ne pouvais pas imaginer quoi. Au moment où je me suis garé dans leur allée, le monde s'était installé dans ce calme froid et sec typique de l'hiver en Rhône-Alpes. À l'intérieur, tout semblait normal. Le sapin brillait dans le coin. Maman s'affairait entre la cuisine et la table de la salle à manger, faisant ce qu'elle faisait toujours le mieux, combler l'espace pour ne pas avoir à parler directement de quoi que ce soit de réel. Chloé était déjà assise, faisant défiler son téléphone, ses ongles tapotant sans rythme. Papa était assis en bout de table avec cette posture qu'il avait toujours, celle qui disait qu'il possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. C'était le genre de réunion de famille qui semblait scénarisée, un décor sur lequel nous avions tous appris à nous tenir. Nous parlions de sujets sûrs. La météo. Un voisin dont je me souvenais à peine. Le travail, bien que je sois resté brève là-dessus. J'avais appris que toute bonne nouvelle venant de moi devenait d'une manière ou d'une autre une accusation contre Chloé. Il y avait de petits sourires, presque polis, le genre que les familles arborent quand elles n'ont pas résolu les choses profondes qui bouillonnent sous la surface. Avant de continuer, permettez-moi de glisser quelque chose qui pourrait sembler inattendu. Chaque fois que je raconte une histoire comme celle-ci, les gens partagent souvent où ils étaient ou ce qu'ils faisaient quand ils l'écoutaient. Alors je suis curieuse. Que faites-vous pendant que vous êtes ici avec moi en ce moment? Je me souviens d'où j'étais quand tout cela est arrivé. J'étais assise à cette longue table de salle à manger, mes mains enveloppant une tasse chaude, n'imaginant jamais que toute ma conception de la famille était sur le point de basculer. De retour à table, le dîner s'est installé dans ce genre de silence qui ne dure jamais longtemps avec papa. Il aimait remplir le silence. Il posa sa fourchette, s'éclaircit la voix et se tourna vers moi avec une décontraction qui ne correspondait pas au poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. Il a dit que Chloé emménagerait dans mon appartement la semaine suivante pour prendre un nouveau départ. Il l'a dit comme s'il annonçait l'heure d'arrivée d'un train. Comme si c'était quelque chose dont nous avions discuté. Comme si mon domicile lui appartenait pour qu'il puisse l'attribuer. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Chloé a levé les yeux de son téléphone sans aucune surprise. C'était le premier signe que ce n'était pas spontané. Cela avait été arrangé. Décidé. Emballé. Livré. J'ai senti quelque chose d'ancien et d'instinctif monter dans ma poitrine. Un serment, une chaleur, le début d'une protestation que, pendant la majeure partie de ma vie, j'avais appris à ravaler. Mais cette fois, je ne l'ai pas ravalé. Le mot a quitté ma bouche avant que je ne l'ai pleinement réfléchi. J'ai dit non. Pas fort. Pas dramatique. Juste un non simple et ferme. C'était remarquable à quelle vitesse la température de cette pièce a changé. Maman s'est figée avec une cuillère de service à la main. Chloé a cligné des yeux, stupéfaite pour une fois dans sa vie. Papa s'est reculé comme si je l'avais insulté personnellement, ce qui, dans son esprit, était sans doute le cas. Il m'a demandé ce que je venais de dire, bien que nous sachions tous les deux qu'il l'avait entendu. Je me suis répété avec le même calme.
Je ne laisserai pas Chloé emménager dans mon appartement. C'était tout. Il y a des moments où le temps semble se scinder. Avant et après. Dans le passé, il y avait eu le poids d'une obéissance longuement pratiquée. Dans l'après, il n'y avait que le son aigu de sa colère montant trop vite. Papa a reculé sa chaise si violemment qu'elle a raclé le sol. Avant que je puisse enregistrer le mouvement, sa main a traversé mon visage. La gifle n'était pas la pire douleur. C'était le choc qu'il était. L'humiliation. La façon dont la pièce semblait basculer. La chaleur fleurissait sur ma joue. Je n'avais pas été frappé comme ça depuis mon adolescence, à l'époque où je croyais encore que maintenir la paix était une forme de survie. Chloé fixait la scène. Maman a chuchoté quelque chose que je n'ai pas saisi. Papa m'a pointé du doigt et m'a traité de sale gosse ingrate, m'a dit que j'étais morte pour lui, comme s'il jetait un sort qu'il avait l'autorité de prononcer. Mais voici la partie dont je me souviens le plus. Je n'ai pas répondu un seul mot. Pas un seul. J'ai senti mon souffle se stabiliser dans ma poitrine. J'ai reculé ma chaise avec un contrôle silencieux, je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Maman a prononcé mon nom avec une brisure nette dans la voix, mais même cela ne m'a pas arrêté. J'ai attrapé mon manteau, je l'ai enfilé, j'ai pris mon sac et je suis sorti dans la nuit froide de décembre. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Le froid m'a enveloppé comme un choc d'air frais, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Un silence longuement conditionné se levait enfin. La neige craquait sous mes bottes alors que je marchais vers ma voiture. Ma joue brûlait encore, mon cœur battait la chamade, et pourtant quelque chose en moi était impossiblement calme. Je me tenais là, à côté de ma voiture, entendant des sons étouffés venant de l'intérieur de la maison qui ne semblait plus être la mienne, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je partais sans me retourner pour maintenir la paix. Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Je savais seulement que l'air semblait différent maintenant, comme le craquement d'un lac gelé juste avant qu'il ne change de forme. C'est là que la nuit m'a laissé. Debout sous un ciel sombre parsemé d'étoiles éparses, mon souffle formant de la buée devant moi, comprenant que la ligne que papa avait franchie était une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Et la ligne que j'avais tracée était une ligne que je ne pourrais plus gommer. Je me suis assise derrière le volant, les mains posées sur le cuir froid, le moteur encore éteint, la nuit m'enveloppant comme une épaisse couverture étouffant tout sauf l'écho de cette gifle. Ma joue pulsait d'une chaleur sourde, mais la sensation la plus forte était le vide qui se répandait dans ma poitrine, un vide familier qui semblait presque ancien. C'était cette même fraction de seconde de déconnexion que je ressentais quand papa élevait la voix durant mon enfance, un moment où mon esprit flottait juste au-dessus de mon corps, observant plutôt que participant. J'ai réalisé que cela faisait des années que je n'avais pas ressenti ce gel, et je détestais la rapidité avec laquelle il revenait, comme un réflexe ancré en moi bien avant que je n'aie ma propre vie. J'ai tourné la clé et le moteur a ronronné. Je suis sorti de l'allée sans regarder la maison. Quelque chose en moi refusait de laisser mes yeux dériver vers les fenêtres. Peut-être était-ce de la fierté. Peut-être était-ce de la survie. La neige tapotait contre le pare-brise alors que je conduisais, non pas vers chez moi, non pas vers un endroit en particulier. Je laissais les rues me guider, les quartiers familiers défilant flous sous les lampadaires jaunes et doux. Ma joue lançait chaque fois que je serrais la mâchoire. Je ne cessais de penser, non pas à la gifle elle-même, mais à quel point elle n'était pas surprenante. Le choc était dans l'instant, oui, mais pas dans le schéma. J'avais passé la majeure partie de ma vie à gérer le tempérament de papa sans jamais le nommer. S'il élevait la voix, je baissais la mienne. S'il prenait une décision, je trouvais un moyen d'être d'accord. S'il poussait, je m'adoucissais. Quelque part entre l'enfance et l'âge adulte, j'étais devenu une version de moi-même capable de tout supporter tant que cela signifiait maintenir la paix. En conduisant dans les rues vides, j'ai pensé à la première fois où j'avais déménagé. C'était en 2014, une année où tout semblait possible et terrifiant à la fois. J'étais au milieu de la vingtaine, jonglant entre le travail le jour et les cours du soir à l'université. Je me souviens avoir signé le bail de mon premier tout petit appartement, un studio qui pouvait à peine contenir un lit et un bureau, mais c'était le mien. Je pouvais ouvrir et fermer la porte sans craindre que quelqu'un ne crie depuis le salon. Je pouvais respirer sans mesurer le volume de l'air. Papa disait que c'était une phase, que je me lasserais de payer un loyer et que je reviendrais à la maison.
Maman ne disait rien mais me donnait des boîtes de conservation remplies de nourriture comme elle le faisait toujours. Chloé levait les yeux au ciel et disait que je ne survivrais jamais seule. Je ne pense pas qu'elle croyait que j'irais jusqu'au bout. Mais j'avais travaillé dur toute ma vie, même avant de comprendre pourquoi. J'avais déjà survécu à des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Je me souviens avoir dormi sur ce matelas bon marché lors de ma première nuit dans le studio, le radiateur claquant à côté de moi, pensant que c'était le premier silence que je possédais vraiment. Chloé n'a jamais compris cela. Sa vie fonctionnait différemment. Elle la traversait en flottant, presque en apesanteur, atterrissant toujours sur un sol mou. Si elle quittait un emploi, maman disait qu'elle était trop stressée. Si elle ne pouvait pas payer son loyer, papa intervenait, bien qu'il insistât pour que quelqu'un d'autre gère les détails inconfortables. Habituellement, ce quelqu'un, c'était moi. Chloé avait un talent remarquable pour raconter une histoire qui faisait d'elle la victime des circonstances. Un collègue difficile, un patron injuste, un emploi du temps impossible. D'une manière ou d'une autre, le monde conspirait toujours contre elle. Et papa y croyait à chaque fois, hochant la tête comme si elle était un soldat revenant de guerre. Pendant ce temps, si je rentrais épuisé après avoir cumulé 2 boulots, il disait que j'avais choisi cette vie, donc je ne devais pas me plaindre. Tandis que je conduisais, les souvenirs scintillaient comme les lampadaires qui passaient. Les fois où Chloé m'appelait en pleurant parce qu'elle avait encore trop dépensé et que le minimum de sa carte de crédit était dû. Les fois où j'avais couvert sa part d'une sous-location à court terme parce que sa colocataire avait déménagé à l'improviste. Les fois où maman laissait entendre que Chloé traversait une période difficile et que peut-être je pourrais juste la dépanner pour cette fois. Elle disait toujours ou pour cette fois comme si cela n'était jamais arrivé auparavant. Ce qui me frappe maintenant, ce n'est pas le montant de l'argent ou le nombre de fois. C'est la façon dont tout le monde dans ma famille semblait supposer que j'étais construite pour soutenir le poids des choix de tous les autres. Ils n'ont jamais proposé de partager la charge parce que, pour eux, j'étais le mur porteur de la famille. Forte, capable, fiable. Un mot qui semble flatteur jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il signifie souvent invisible. Même ce soir, quand papa a craqué et m'a giflé, une partie de moi s'est figée non seulement sous le choc, mais aussi parce qu'une vieille voix profonde à l'intérieur murmurait « Tu sais comment ça se passe. Reste calme. Facilite les choses. Aplanis les difficultés. Excuse-toi même si tu n'as rien fait de mal. » Mais je ne l'ai pas fait. Et cela semblait étrange, presque comme entrer dans une nouvelle peau qui ne m'allait pas encore tout à fait. J'ai continué à conduire vers l'est et j'ai fini près du lac, celui qui avait toujours l'air vitreux en hiver. Je me suis garé sur le petit parking public près du belvédère. La neige tombait plus régulièrement maintenant, de doux flocons atterrissant sur le pare-brise et fondant en minuscules traînées. Je restais là à les regarder s'accumuler sur les bords de la vitre. Le calme était presque trop intense. Je pensais à toutes les fois où je m'étais obstiné à me dire que mon enfance avait été assez normale. Nous avions de la nourriture. Nous avions une maison. Papa travaillait dur. Maman faisait de son mieux. Chloé et moi nous disputions comme des sœurs. C'était la version de l'histoire que je racontais aux gens. La version qui avait meilleur goût que la vérité. Mais à l'intérieur des murs de cette maison, les rôles avaient été sculptés bien avant que je sache les nommer. Papa régnait par sa présence, pas par la conversation. Maman flottait dans l'espace entre ses humeurs et nos réactions. Chloé prenait le chemin de la moindre résistance, et je prenais la responsabilité de tout le reste. Dans ces premières années après mon déménagement, j'ai appris que l'âge adulte consiste surtout à désapprendre les choses qu'on vous a enseignées entre les lignes. J'ai dû désapprendre que le silence signifiait la sécurité. J'ai dû désapprendre que le confort était conditionnel. J'ai dû désapprendre que demander de l'espace était synonyme de trahison. Et j'ai dû désapprendre le mensonge selon lequel aimer signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour soi-même. Les vitres de la voiture s'embuèrent légèrement alors que j'expirais. Mes mains se resserrèrent sur le volant. Chaque kilomètre que j'avais parcouru ce soir-là semblait décoller une autre couche de souvenirs que j'avais évité de toucher. J'ai pensé à la première fois où Chloé m'avait demandé de l'argent. Elle avait dit qu'elle avait été prise au dépourvu par des frais inattendus de son propriétaire. J'avais viré le montant alors que je faisais la queue à l'épicerie. Elle avait promis de me rembourser le mois suivant. Elle ne l'a jamais fait. Ce n'était pas l'argent qui me dérangeait. C'était la façon dont l'attente prenait racine. Après cela,
maman appelait et disait que Chloé avait encore besoin d'aide. Papa disait que je le devais à la famille. Chloé agissait comme si j'exagérais en hésitant. Je finissais toujours par dire oui. Je conduisais lentement le long de la route du lac, laissant ces souvenirs dériver. Je n'essayais pas de les réécrire ou de les juger. J'essayais de comprendre comment j'en étais arrivé à un point où un seul mot ne ressemblait pas à une rupture assez grande pour briser des décennies d'habitude. Quand j'ai atteint un autre feu rouge, j'ai laissé ma tête retomber contre le siège. La gifle repassait dans mon esprit au ralenti. Pas à cause de la douleur physique, mais à cause de ce qu'elle signifiait. C'était papa me rappelant les règles. Ces règles. Celles qui disaient qu'il prenait les décisions et que je m'adaptais. Celles qui disaient que les besoins de Chloé pèseraient toujours plus lourd que les miens. Celles qui disaient que je n'avais pas le droit de décider des termes de ma propre vie. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est mis en place. Pendant des années, je m'étais dit que nos débats familiaux étaient des désaccords normaux. Que la culpabilité que je ressentais faisait simplement partie du fait d'être proche. Que sacrifier mes besoins était quelque chose que les filles aînées faisaient. Mais rien de tout cela n'était vrai. Il n'y avait jamais eu de conversation, seulement des décisions transmises comme des ordres. Il n'y avait jamais eu de collaboration, seulement des attentes. Je n'avais pas fait partie d'une discussion. J'avais fait partie d'une structure. La vérité s'est installée sur moi calmement mais fermement. Nous n'avions jamais vraiment parlé de quoi que ce soit. Pas des limites, pas des besoins, pas de l'équité. Papa faisait des choix et nous autres nous ajustions. Même maman se pliait autour de sa parole, lissant les aspérités pour maintenir la paix. J'avais passé tellement de temps à combler les brèches que j'avais confondu le poids avec l'amour. Alors que je tournais pour revenir vers mon quartier, j'ai senti quelque chose de sourd mais stable se rassembler dans ma poitrine. Pas exactement de la colère. Plutôt de la clarté, le genre qui n'arrive qu'après avoir été poussé au-delà d'une ligne que l'on ne savait pas avoir tracée. Je passais devant des rues familières, des maisons aux fenêtres éclairées, des gens à l'intérieur vivant leur propre petite vie. Cela semblait surréaliste de réaliser à quel point ma propre vie avait radicalement changé en l'espace d'un dîner. Quand je me suis finalement garé sur le parking de mon immeuble, les lampadaires projetaient un cercle chaud sur le bitume. Je me suis garé et j'ai coupé le moteur. Le silence est revenu, mais cette fois il ne semblait pas lourd. Il ressemblait presque à une expiration. Je suis sorti dans le froid, le vent effleurant mon visage, refroidissant la dernière chaleur persistante de la gifle. La neige craquait sous mes bottes alors que je marchais vers l'entrée. Chaque pas semblait délibéré, comme si je réapprenais la sensation de marcher sans porter le poids de quelqu'un d'autre. Quand j'ai atteint ma porte d'entrée, je me suis arrêté, clé en main, et j'ai levé les yeux vers la petite lumière du porche qui brillait au-dessus de moi. C'était la même lumière qui m'avait accueilli chez moi pendant des années, celle qui ne m'avait jamais rien demandé, ne m'avait jamais critiqué, n'avait jamais demandé plus que je ne pouvais donner. Dans ce moment calme, j'ai compris quelque chose profondément et sans hésitation. Cet espace, ce foyer, cette vie que j'avais construite pièce par pièce, était le seul endroit de mon monde où j'avais la permission totale d'appartenir sans négociation. J'ai poussé la clé dans la serrure et je suis entré dans mon appartement, le calme s'installant autour de moi comme une couverture dont j'avais besoin sans le réaliser. Je suis resté là un moment avec la porte fermée derrière moi, une main reposant encore sur la poignée, laissant l'immobilité me submerger. Cet endroit avait toujours été mon refuge, mais cette nuit-là, il ressemblait au seul endroit au monde où mon souffle m'appartenait entièrement. J'ai allumé une seule lampe dans le salon et je me suis affaissé sur le canapé, sentant le poids de tout ce qui s'était passé peser sur moi par vagues lentes et pulsantes. J'étais épuisé, mais pas du genre de fatigue que le sommeil pouvait réparer. Quand le matin est arrivé, il est arrivé trop tôt. Mon réveil a sonné doucement, me tirant d'une dérive superficielle plutôt que d'un vrai sommeil. Ma joue était encore sensible quand je l'ai touchée. Un léger gonflement était apparu pendant la nuit. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, absorbant la preuve petite mais indéniable du tempérament de papa. Cela n'aurait pas dû me surprendre, et pourtant si. Non pas parce qu'il ne m'avait jamais frappé auparavant, mais parce que cela faisait si longtemps et que j'avais vraiment cru avoir dépassé la portée de sa colère. Le travail semblait être la distraction la plus sûre à laquelle je pouvais me raccrocher, alors je me suis habillé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. L'air froid mordait ma peau alors que je marchais vers ma voiture, plus vif que d'habitude, presque purifiant.
Le trajet vers le centre-ville de Lyon s'est passé dans un flou de feux rouges et de pensées à moitié formées. Chaque fois que j'essayais de me concentrer sur quelque chose de pratique, comme une réunion que j'avais cet après-midi-là, mon esprit dérivait vers la nuit précédente. La voix de papa. Le silence de maman. La surprise vide de Chloé. Le son de la gifle qui résonnait encore dans mon esprit. Au moment où j'ai atteint le parking du bureau, mon téléphone avait déjà vibré 4 fois. Quand je l'ai finalement vérifié pendant le trajet en ascenseur, les messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Maman demandait si j'étais prête à m'excuser. Maman insistait sur le fait que la situation avait dégénéré parce que j'avais embarrassé papa. Maman me rappelait que les familles se disputent tout le temps, et que les filles fortes aident à rétablir la paix. Il n'y avait aucune question sur ce que je ressentais. Aucune vérification pour savoir si j'étais en sécurité. Juste une suite familière de phrases en forme de culpabilité déguisée en inquiétude. À mon bureau, j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai essayé de me concentrer sur les rapports du matin qui devaient être examinés, mais tout se brouillait. Mon esprit tournait autour d'une seule question. La nuit dernière était-elle le point de rupture à cause de ce qui s'était passé, ou à cause de ce que cela révélait sur tout ce qui avait précédé? Je continuais de déplacer des onglets sur mon écran, essayant de forcer mon attention sur les rangées de tableurs, mais mon corps se sentait sous tension, alerte, comme quelqu'un qui avait été réveillé en sursaut et ne pouvait pas tout à fait rentrer en lui-même. Quand l'heure du déjeuner est enfin arrivée, j'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la petite cuisine de la salle de pause. C'est là que je suis tombé sur Manon Cartier. Manon avait une façon de lire les gens sans être indiscrète. C'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles elle était douée dans son travail aux ressources humaines. Elle m'a lancé un coup d'œil rapide, ses yeux passant sur ma joue avant de revenir au mien. Elle n'a pas eu le souffle coupé ni fait d'histoire. Elle a juste incliné légèrement la tête, invitant calmement à l'honnêteté si je voulais l'offrir. Matinée difficile, ai-je dit, forçant un petit sourire. Son sourcil s'est levé. C'est juste un truc de ce matin, ou ça remonte à hier soir? J'ai expiré, m'appuyant contre le comptoir avec mon café à la main. Ça remonte à plus loin qu'hier soir, mais hier soir n'a pas aidé. Nous avons fini à l'une des petites tables nichées dans le coin. Manon attendait, sa posture détendue, son expression ouverte d'une manière qui rendait facile de commencer à parler. Je lui ai raconté, pas tout, mais assez. Le dîner. L'annonce. La gifle. Les mots que papa m'avait lancés comme un verdict. Manon écoutait sans interrompre, ce qui, d'une certaine manière, faisait que la vérité s'ancrait plus profondément dans ma poitrine. Quand j'ai fait une pause, elle a pris une gorgée de son thé et a laissé échapper un soupir pensif. Je ne vais pas te dire de faire la paix ou de partir ou quoi que ce soit de ce genre. Chaque famille a son propre univers. Mais je veux te demander quelque chose. As-tu quelque chose de concret? Une preuve du schéma que tu décris. Pas parce que tu dois une explication à qui que ce soit. Mais parce que la clarté est puissante quand il s'agit de manipulation psychologique. Le mot manipulation a piqué, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était si juste qu'il écorchait quelque chose de tendre en moi. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais convaincu que les choses n'étaient pas si graves. Que je réagissais de manière excessive. Que d'autres familles vivaient pire. Mais entendre le mot prononcé à voix haute, sans hésitation, rendait la vérité plus tranchante. Je n'ai rien d'organisé, ai-je dit lentement. Mais j'ai des emails. Et des SMS. Et des virements bancaires. Tous accumulés au fil des ans. Je ne les ai jamais regardés tous en même temps. C'est peut-être le moment, dit-elle doucement. Sur le chemin du retour vers mon bureau, ces mots résonnaient dans mon esprit. La clarté est puissante. Je me suis assise, j'ai tiré mon ordinateur portable vers moi et j'ai ouvert ma boîte mail. Pendant un long moment, mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Une partie de moi ressentait une pointe de culpabilité, comme si regarder à travers ces messages était une trahison. Mais une autre partie de moi, une partie qui était restée silencieuse trop longtemps, murmurait que ce n'était pas une trahison. C'était la vérité. J'ai d'abord tapé Chloé dans la barre de recherche. L'écran s'est rempli de messages après messages. Certains courts. Certains frénétiques. Quelques excuses. Certains manipulateurs d'une manière que j'avais négligée à l'époque. J'ai cliqué sur le plus ancien que j'ai pu trouver, datant d'environ 2015.
Elle m'avait demandé de l'aide pour couvrir une partie de son loyer parce que ses heures avaient été réduites de manière inattendue. Je me souvenais l'avoir fait sans hésitation. Sans question. Sans demander pourquoi je devais être celle qui réparait ça. J'ai fait défiler les années. Demande d'argent. Demande de faveur. Demande d'aide pour parler à un propriétaire ou à une compagnie d'électricité. Puis des messages de maman, d'où mes fermes rappellent que Chloé était sous beaucoup de pression. Que la famille se soutient. Que j'étais doué pour gérer les choses. Doué pour calmer les situations. Doué pour faire disparaître les problèmes. Je suis passé à mon application bancaire. Il y avait des virements éparpillés tout au long de chaque année, de 2015 à 2023. Certains petits, d'autres non. Tous marqués dans ma mémoire comme des solutions temporaires qui étaient devenues d'une manière ou d'une autre des attentes permanentes. En cliquant sur chaque enregistrement, quelque chose a changé dans ma poitrine. Pas exactement de la colère. Plutôt une douleur sourde mêlée à une clarté indéniable. Ce n'étaient pas des moments isolés. C'étaient des parties d'un schéma. Un schéma auquel je participais sans réaliser que j'avais le droit d'arrêter. Plus je regardais, plus je réalisais à quel point j'avais minimisé. Il y avait des SMS que j'avais complètement oubliés. Des cas où j'avais réorganisé ma propre vie pour résoudre quelque chose pour Chloé ou pour désamorcer l'une des humeurs de papa. Des emails de maman m'exhortant à ne pas contrarier papa en remettant en question les décisions qu'il avait prises au nom de Chloé. C'était comme me regarder à travers une série de vitres teintées, voyant la silhouette de qui j'étais mais ne reconnaissant plus les raisons. Je continuais de lire, de faire défiler et de cliquer. Ma poitrine se serrait. Mes yeux commençaient à piquer. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que je voyais enfin la vérité sans l'amortir. Chaque dossier était un morceau d'une histoire que je ne m'étais jamais permis de reconnaître pleinement. À un moment donné, je me suis reculé dans ma chaise et j'ai pressé mes mains sur mon visage, laissant échapper un long soupir qui semblait venir du centre de mes côtes. Je m'étais tellement engagé à préserver l'image de notre famille, à lisser les aspérités, à combler les vides, à réécrire les moments inconfortables. J'avais fait un travail si minutieux que je m'étais convaincu que les sacrifices étaient normaux. Que le déséquilibre était de l'amour. Que le silence était de la maturité. Mais les preuves sur mon écran racontaient une autre histoire. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable, j'ai ouvert un nouveau dossier et j'ai fixé le curseur clignotant attendant de recevoir un nom. Mes doigts n'ont hésité qu'un instant avant de taper le mot qui semblait à la fois terrifiant et honnête. Fait. J'ai glissé le premier email dans le dossier. Puis un autre. Puis un virement bancaire. Puis une capture d'écran d'une conversation par SMS d'une nuit où Chloé insistait qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Le dossier a commencé à se remplir, pièce par pièce, comme un puzzle s'assemblant en temps réel. Un mélange étrange d'émotions m'a envahi. La peur, parce qu'une partie de moi s'inquiétait encore de ce que papa dirait s'il savait que je rassemblais tout ça. La honte, parce que cela signifiait admettre à voix haute que je m'étais laissé utiliser. Le soulagement, parce que pour la première fois depuis des années, je ne couvrais rien, pas même pour moi-même. C'était comme tirer un rideau dans une pièce sombre et laisser enfin la lumière du soleil entrer. Au moment où j'ai fini de trier tout ce que je pouvais supporter pour la journée, le bureau autour de moi s'était calmé. Les gens partaient, fermaient leurs manteaux, rassemblaient leurs affaires. Je fixais le dossier sur mon écran, le nom fait brillant devant moi comme un défi et une promesse. J'ai réalisé alors que ma plus grande loyauté n'avait jamais été envers la vérité. Elle avait été envers l'image d'être une bonne fille, une bonne sœur, une bonne ancre pour une famille qui se serait effondrée sans quelqu'un pour la tenir ensemble. J'avais passé des années à protéger cette image, même si cela se faisait à mes dépens. Pourtant, en éteignant mon ordinateur, en prenant mon manteau et en sortant dans le couloir, quelque chose en moi se sentait plus léger. Pas guéri, pas résolu, mais ouvert. J'ai marché vers l'ascenseur d'un pas plus assuré que je ne l'espérais, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis longtemps. J'avais toujours cru que protéger l'idée d'une famille revenait à protéger les gens qui la composaient. Mais regarder les preuves étalées si clairement m'avait montré à quel point j'avais tort. Je ne nous protégeais pas. Je protégeais une histoire à laquelle nous faisions tous semblant de croire. Les portes se sont ouvertes et je suis sorti dans l'air frais du soir, réalisant que pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais cessé de protéger la version de ma famille qui ne vivait que dans mon imagination. Je suis sorti dans l'air frais du soir et j'ai resserré mon manteau,
le froid s'installant dans mes poumons d'une manière qui semblait presque ancrer les choses. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré au début, pensant que c'était un autre message de maman, une autre supplique enveloppée de culpabilité. Mais quand il a vibré une deuxième fois, je l'ai sorti. C'était papa. Un message court. Retrouve-moi au parc de la Tête d'Or demain après-midi. Nous devons parler entre adultes. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. La formulation était familière. Elle avait le ton qu'il utilisait toujours quand il voulait reprendre le contrôle. Parler entre adultes ne signifiait jamais que nous parlions tous les deux. Cela signifiait qu'il parlait et que j'écoutais. Mais quelque chose en moi se sentait trop fatigué pour l'éviter. Si cela devait continuer, je voulais que ce soit au grand jour. Je voulais voir leur visage quand je ne plierais pas. Le lendemain après-midi, je me suis garé sur le parking en gravier près de l'ancienne zone de pique-nique, près de l'étang. Je venais ici avec ma famille depuis que j'étais petite. Fête d'anniversaire. Pique-nique d'été. Conversation maladroite d'adolescente. C'était le genre d'endroit qui gardait les souvenirs sans les demander. Le ciel était couvert, d'un gris pâle avec des traînées de nuages plus clairs dérivant au-dessus des arbres nus d'hiver. Papa était déjà là, debout près de l'un des bancs, les mains dans les poches. Maman était assise à l'extrémité du même banc, sa posture rigide. Chloé se tenait à quelques pas, faisant semblant de faire défiler son téléphone même si je voyais qu'elle me regardait approcher dans le reflet de l'écran. J'ai marché lentement vers eux, mes bottes craquant sur la fine couche de neige qui n'avait pas encore fondu. À chaque pas, mon rythme cardiaque devenait plus fort, non pas de peur, mais du poids de ce que je m'apprêtais à faire. Quand je les ai atteints, papa a hoché la tête une fois, un petit geste sec qui signifiait toujours « assieds-toi ». Je ne me suis pas assise. Au lieu de cela, je me suis tenu face à lui, laissant assez d'espace pour pouvoir respirer. Papa m'a regardé avec un visage qui essayait d'être doux mais n'y arrivait pas tout à fait. Ce qui s'est passé l'autre soir était une réaction excessive. Nous sommes tous devenus émotifs. Son ton était calme, mesuré, le même qu'il utilisait quand il essayait de remodeler le récit avant que quelqu'un d'autre ne puisse le faire. Maman serrait ses mains fermement sur ses genoux. J'aurais aimé que tu ne partes pas comme ça. Ton père était bouleversé. Tu sais comment il est quand il se sent manquer de respect. Chloé a laissé échapper un petit rire silencieux, le genre qui disait qu'elle n'attendait rien de cette conversation à part mes excuses. J'ai senti ma mâchoire se serrer. J'ai laissé échapper un lent soupir avant de parler. Je ne suis pas ici pour faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Je ne suis pas ici pour aplanir les choses. Je veux parler du schéma qui a mené à cette nuit-là. Pas seulement la gifle. Tout ce qui a précédé. Les sourcils de papa se sont froncés. Maintenant, de quel schéma parles-tu? J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts étaient stables alors que je le déverrouillais. Je m'étais préparé à cela. Pas avec des accusations, mais avec de la clarté. J'ai ouvert le dossier intitulé Fait et j'ai appuyé sur la première capture d'écran. Je me suis approché et j'ai posé le téléphone sur le banc entre maman et papa. L'écran brillait d'un vieux message. La date remontait à des années. La demande était familière. C'était le mois où tu m'as demandé d'aider Chloé à payer son loyer parce qu'elle avait perdu son emploi. J'ai gardé ma voix calme, égale. Tu as dit que ce serait juste pour un mois. Papa a jeté un coup d'œil à l'écran et a haussé les épaules. Les familles s'aident mutuellement. Tu as toujours bien géré les choses. J'ai balayé vers une autre capture d'écran. Et celle-ci. C'était quand elle a trop dépensé avec sa carte de crédit. On m'a dit qu'elle était dépassée, et qu'il serait égoïste de ma part de ne pas aider. Maman a tressailli comme si la formulation la surprenait. Je n'ai jamais dit que tu étais égoïste. Tu l'as sous-entendu, ai-je dit. À chaque fois. Chloé a levé les yeux au ciel. Et alors? Tu remues sérieusement des trucs d'il y a des années. Tu es dramatique. Je l'ai regardé directement. Je suis factuel. J'ai balayé à nouveau. Email. Virement. Message. Tous rangés soigneusement, tous sans commentaire. Je n'attaquais pas. J'étalais la vérité. J'ai vu l'expression de papa changer, non pas vers la compréhension, mais vers l'irritation. Il a levé le menton comme pour se préparer.
Tu penses que nous montrer ça te donne raison? Ce sont des choses normales que les familles font les unes pour les autres. Ta sœur avait besoin d'aide et tu étais en position de la donner. Tu devrais en être fier. C'était là. Le script? L'attente. La réécriture silencieuse de ce que je devais. J'ai repris le téléphone et je l'ai tenu dans ma main. Papa, ce ne sont pas des exemples de famille qui s'entraident. Ce sont des exemples de moi portant le poids des choix de tout le monde. Année après année. Maman m'a lancé un regard suppliant. Ta sœur a eu la vie plus dure que toi. Tu le sais. Elle est sensible. Elle a toujours eu besoin de plus de soutien. Tu es forte. Tu peux en supporter plus. C'était encore là. Ce mot. Forte. J'ai senti quelque chose en moi se serrer. Être forte ne signifie pas être utilisée, ai-je dit. Chloé a finalement empoché son téléphone et s'est rapprochée, son expression tranchante. C'est ridicule. Tu essaies de nous humilier? Tu essaies de nous faire passer pour de mauvaises personnes? Et secouer la tête. Non. J'ai fini de faire semblant d'être le problème. Papa s'est levé du banc, sa posture se redressant comme s'il avait besoin de ces centimètres supplémentaires. Sa voix est devenue plus forte, le calme s'effritant. Tu as refusé une simple demande. Tu as embarrassé cette famille. Et maintenant tu déterres de vieilles faveurs pour justifier ton comportement. Ce n'est pas comme ça qu'une fille agit. Cette phrase a atterri avec la même force que la gifle. Pas dans la douleur, mais dans la clarté. Pendant des années, je m'étais plié en quatre pour prendre la forme requise pour être une bonne fille. Une fille fiable. Une fille qui maintenait tout ensemble pour que personne d'autre n'ait à le faire. Plus maintenant. J'ai stabilisé mon souffle. Chloé n'emménagera pas dans mon appartement. Cette décision est définitive. La bouche de Chloé s'est ouverte. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas ma responsabilité. Son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu as un appartement de 2 chambres et tu vas me laisser galérer. Tu es sérieuse? Oui. Je suis sérieuse. Maman s'est penchée en avant, sa voix se brisant. Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous demandons ton aide. Juste pour un petit moment. Un petit moment avait duré presque une décennie. J'ai secoué la tête. Plus d'argent. Plus de loyer couvert. Plus d'intervention. Je ne prends pas la responsabilité de choix que je n'ai pas fait. Et je ne mentirai plus à aucun de vous. Ni au patron. Ni au propriétaire. Ni à personne. Le silence qui a suivi était épais, lourd, le genre qui absorbe l'air froid au lieu de le laisser passer. Papa me fixait comme si j'étais une étrangère, quelqu'un à qui il n'avait jamais parlé auparavant. Ses yeux se plissèrent avec une sorte de colère stupéfaite que j'avais rarement vu diriger contre moi. Non pas parce qu'il n'avait jamais été en colère, mais parce que je ne m'étais jamais tenu immobile devant elle sans rétrécir. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant. Sa voix était basse, serrée. Tu penses que parce que tu as acheté un appartement et construit une vie, tu peux agir comme si tu étais au-dessus de cette famille. J'ai avalé doucement ma salive. Je pense que je comprends enfin que ma vie est la mienne. Et ça te fait peur. Maman a eu le souffle coupé doucement, presque comme si l'air avait été chassé d'elle. Chloé regardait entre nous avec incrédulité, comme si elle attendait que je retire tout ce que j'avais dit. Comme si l'équilibre de notre famille allait se remettre en place au moment où je m'excuserais. Mais je suis restée silencieuse. Papa a secoué la tête lentement. Il y avait une sorte de déception froide qui s'installait sur ses traits. Cela ressemblait à de la reconnaissance. Comme s'il me voyait clairement pour la première fois et n'aimait pas la version qui se tenait devant lui. Quand il a finalement parlé, sa voix était plate. Tu as changé. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Le vent bruissait dans les branches sèches au-dessus de nous. Quelques flocons de neige égarés dérivaient autour du banc. Mon souffle formait de la buée dans l'air froid. Pendant un moment, personne n'a parlé. Je pouvais sentir la distance s'étirer entre nous, s'élargissant à chaque seconde, comme si le sol lui-même commençait à bouger. Je ne m'attendais pas à des excuses. Je ne m'attendais pas à de la compréhension. Je ne m'attendais pas à ce que quoi que ce soit réparé.
J'avais juste besoin que la vérité tienne debout sans s'effondrer sous le poids des excuses. Papa a détourné le regard en premier. Pas vers le bas, pas vers le haut, mais sur le côté, comme s'il ne pouvait pas tout à fait faire face à ce que la conversation était devenue. Sa mâchoire s'est serrée, et quand il a parlé à nouveau, sa voix avait perdu sa force antérieure. Elle portait autre chose. Une sorte de confusion méfiante. Ce n'est pas la conversation à laquelle je m'attendais. J'ai hoché la tête une fois. Ce ne l'est jamais quand la personne qui plie habituellement reste enfin immobile. Il m'a fixé avec une expression que je ne pouvais décrire que comme inconnue, le regard que quelqu'un donne quand une pièce de puzzle ne rentre plus là où il pensait qu'elle le devrait. Ce n'était plus de la colère. C'était quelque chose comme les premiers bords de la peur. Pas la peur de moi. La peur de perdre le contrôle qu'il avait tenu si longtemps. J'ai fait un pas en arrière, laissant l'air froid s'installer entre nous. Le ciel au-dessus de l'étang s'était assombri. Les dernières lueurs du jour s'effaçaient derrière la ligne d'arbres. Je sentais l'immobilité pressée contre mes côtes, solide et indéniable. Je savais alors, avec une clarté absolue, que cette réunion n'avait pas eu pour but de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait de récupérer quelque chose qui ne leur avait jamais appartenu en premier lieu. Quand je me suis finalement tourné pour partir, papa m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la fille qui s'éloignait. Et peut-être qu'il ne la reconnaissait pas. Peut-être était cela le but. J'ai marché vers ma voiture, sentant le poids du regard de papa sur ma colonne vertébrale longtemps après leur avoir tourné le dos. Au moment où j'ai fermé la portière, le ciel avait complètement glissé dans le crépuscule, les dernières traînées de lumière s'effaçant derrière les arbres. Je suis resté assise là, les mains sur le volant, laissant le silence s'installer. Quelque chose en moi se sentait à vif, non pas brisé mais nettoyé. J'avais tenu bon. J'avais dit ce qui devait être dit. Et pourtant je savais, avant même de sortir du parking, que l'histoire qu'il raconterait ne ressemblerait en rien à celle qui venait de se dérouler. J'ai appris à quel point elle était différente dès le lendemain matin. Cela a commencé par un appel de ma cousine Amélie. Je n'ai pas décroché. Puis ma messagerie vocale a sonné. Puis une autre. Puis un SMS d'une tante à qui je parlais à peine sauf à Noël. Il était tôt, à peine 7 heures du matin, et les notifications continuaient d'affluer. Je me suis assise au bord de mon lit en fixant l'écran comme si les messages appartenaient à quelqu'un d'autre. Le premier message vocal d'Amélie semblait hésitant, comme si elle essayait de paraître neutre. J'ai entendu dire que ton père est vraiment bouleversé. Il a dit que les choses ont mal tourné au parc. Il a dit que tu as explosé contre eux. Il a dit que tu as refusé d'aider ta sœur et que tu es parti en trombe. Est-ce que tout va bien, Nat? J'ai fermé les yeux et laissé échapper un rire silencieux et sans humour. Explosé. Parti en trombe. Il avait toujours été doué pour réécrire les scènes, changeant les détails juste assez pour que l'histoire se plie autour de lui. J'ai supprimé le message vocal et je n'ai pas répondu. Puis tante Lydie. Sa voix était plus tranchante. Ta mère est dévastée. Elle a dit que tu les as embarrassés en public et que tu leur as jeté 10 ans de générosité au visage. Les familles ne se traitent pas de cette façon. Appelle ta mère et arrange ça. Générosité. Le mot a piqué plus que je ne l'espérais. J'ai laissé tomber mon téléphone sur la couette et j'ai fixé le plafond pendant un long moment, sentant le vieil instinct remonter, celui qui me disait d'appeler, d'expliquer, d'aplanir tout ça avant que ça n'aille trop loin. Mais ensuite, je me suis souvenu des yeux de papa au parc, de la façon dont il avait regardé à travers moi comme si j'étais sorti de ma place simplement en respirant. Je me suis souvenu de l'incrédulité de Chloé face au fait que je ne serais plus son filet de sécurité. Je me suis souvenu du ton doux de maman, celui qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que j'absorbe les conséquences de tous les autres. J'ai repris le téléphone et je l'ai éteint. En milieu de matinée au travail, je l'avais rallumé, surtout parce que les vibrations dans mon sac à main commençaient à attirer les regards des gens passant devant mon bureau. J'ai coincé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille, j'ai pris une gorgée du café tiède que j'avais abandonné plus tôt, et j'ai fait défiler les nouveaux messages. 8 appels manqués. 7 SMS. Un message vocal de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Et puis un nom est apparu qui m'a noué l'estomac. Tante Hélène. La sœur cadette de ma mère. La seule personne de ma famille élargie qui ne parlait jamais sans dire exactement ce qu'elle pensait. Elle était assez franche pour être parfois inconfortable, mais elle était aussi juste.
Je n'ai hésité qu'une seconde avant de répondre à son appel. Sa voix est passée, stable et ferme. Je veux comprendre ce qui se passe. Ta mère dit que tu les as pris au dépourvu avec des accusations. Ton père dit que tu l'as humilié dans un lieu public. Mais ces deux-là ne sont pas connus pour donner une image complète. Dis-moi ce qui s'est réellement passé. J'ai laissé échapper un lent soupir. Il y avait quelque chose dans son ton qui rendait plus facile de parler franchement. Alors je l'ai fait. Pas émotionnellement. Pas dramatiquement. Je lui ai dit que papa avait annoncé que Chloé emménagerait chez moi sans me demander mon avis. Je lui ai parlé de la gifle au dîner de Noël. Je lui ai dit que la réunion au parc n'était pas une conversation mais une performance destinée à réaffirmer le contrôle. Et quand elle a posé des questions précises sur la partie financière, j'ai répondu sans offrir de commentaires supplémentaires. Oui, j'avais aidé pendant des années. Non, l'aide n'avait pas été temporaire. Oui, j'avais des preuves. Tante Hélène est restée silencieuse un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix s'était adoucie. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça. Ton père a laissé entendre que tu avais inventé des choses. Mais ils oublient que j'ai de la mémoire. Tu as toujours été celle qui s'occupait de tout. Chloé n'a jamais porté sa part. Alors écoute bien. Je ne pense pas que tu aies tort. Je pense que tu as enfin arrêté de t'excuser d'avoir raison. Mes yeux ont brûlé une seconde, bien qu'aucune larme ne soit venue. C'était le plus près que quiconque dans ma famille soit venu de reconnaître la vérité à voix haute. Je l'ai remercié doucement et j'ai mis fin à l'appel. Au moment où l'écran de mon téléphone s'est rallumé, j'ai senti quelque chose tomber dans mon estomac. Un nouveau message est apparu dans le fil de discussion de groupe familial. Un message qui ne venait pas de moi. Quelqu'un avait transféré une partie de ma conversation. Pas le tout. Pas les captures d'écran. Juste assez pour laisser entendre qu'il y avait des chiffres. Assez pour laisser entendre qu'il y avait des preuves. Une cousine a tapé juste après. Quel chiffre? De quoi tout le monde parle? Puis une autre. J'ai entendu dire qu'il y avait des virements. Elle a vraiment payé pour des choses toutes ces années? Puis Lydie à nouveau. Ça devient incontrôlable. Les affaires de famille devraient rester privées. Papa est finalement intervenu. Elle manipule les choses pour nous faire passer pour des méchants. Ne croyez pas tout ce qu'elle dit. Elle déforme de vieux actes de gentillesse. Gentillesse. Ce mot encore. Il me frappait comme presque drôle maintenant, la fréquence à laquelle les gens l'utilisaient pour renommer l'obligation. J'ai posé le téléphone sur mon bureau avec un bruit sourd et j'ai fixé la fine pile de papier que j'examinais avant que les messages ne commencent. Mes mains semblaient étrangement stables compte tenu du tumulte dans ma poitrine. Ce n'était pas moi qui transférerais quoi que ce soit. Ce n'était pas moi qui partageais la vérité. Quelqu'un d'autre avait vu assez pour commencer à parler, même si ses intentions n'étaient pas claires. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la gardienne de l'image de la famille. Je n'étais pas le filtre. Je n'étais pas la colle. L'histoire avait glissé hors de mes mains et dans le monde des gens qui avaient leurs propres interprétations de ce à quoi ressemblait l'équité. Au déjeuner, je me suis assise seule dans la petite salle de pause, picorant une salade dont je ne voulais pas vraiment. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de ma tête. Mon appétit avait disparu, remplacé par une douleur qui était moitié anxiété, moitié soulagement. Les bruits du bureau dérivaient depuis le couloir. Quelqu'un rit. Quelqu'un se plaint d'une imprimante. Des choses normales. Des choses quotidiennes. Et aucun d'eux n'avait la moindre idée que j'étais assise là à regarder le récit de ma famille s'effilocher message après message. Vers la fin de ma pause, un autre message est apparu. Celui-ci venait d'une petite cousine qui vivait en Bretagne. Les nouvelles vont vite dans notre famille. J'ai entendu dire que tu avais coupé les vivres à tes parents et refusé d'aider ta sœur. Est-ce vrai? J'ai expiré lentement. Même elle avait entendu. Quelqu'un faisait passer l'histoire comme une réaction en chaîne. J'ai répondu par une seule ligne. Je protège mes limites. C'est tout. Je savais qu'elle lirait entre les lignes. Qu'elle comprenne ou me juge n'était plus mon problème. Pas de la façon dont ça l'était autrefois. Quand je suis retourné à mon bureau, Manon, notre responsable RH, m'a croisé dans le couloir. Elle s'est arrêtée quand elle a vu mon expression.
Tout va bien? J'ai envisagé de balayer la question. Je ne l'ai pas fait. Pas totalement. Histoire de famille. C'est compliqué en ce moment. Elle a hoché la tête avec un demi-sourire compatissant. La famille, c'est toujours le cas. Fais-moi signe si tu as besoin de parler à quelqu'un. Et souviens-toi que les histoires que les autres racontent sur toi ne doivent pas devenir ta réalité. La simplicité de la phrase m'a stupéfaite plus que je ne l'espérais. Je l'ai emporté à mon bureau et je l'ai laissé s'installer dans mon esprit. En fin d'après-midi, le fil de discussion de groupe s'était enflammé. Plus de cousins intervenaient, certains posant des questions, certains prenant parti, certains essayant de calmer la tempête. Quelques messages avaient été transférés à nouveau parce que les gens oubliaient souvent comment fonctionnait la technologie. Ce n'était pas malveillant, juste négligent. Mais dans une famille où les ragots étaient leur propre monnaie, cette négligence se propageait rapidement. Je regardais les messages défiler et je sentais quelque chose changer à nouveau dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais cru que si je disais la vérité, cela causerait plus de dégâts que cela n'aiderait. Que l'honnêteté nous fracturait. Mais la vérité avait toujours été là, assise comme un fil invisible. Tirer dessus ne créait pas les fissures. Cela ne faisait que les révéler. Alors que j'étais assise dans ma voiture après le travail, les phares des véhicules passants balayant le tableau de bord, j'ai pensé à quelque chose que tante Hélène avait dit. La partie sur le fait d'arrêter de s'excuser d'avoir raison. Cela a résonné dans mon esprit pendant un long moment. J'ai regardé mon téléphone une fois de plus avant de le poser face contre table à côté de moi. Les messages avaient ralenti pour l'instant. Mais l'histoire n'était plus contenue. Elle était au grand jour, se déplaçant entre les gens, se remodelant, glissant entre les mains. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vérité, une fois dite, ne reste pas obéissante. Elle ne reste pas sagement rangée à l'intérieur des lignes que vous tracez pour elle. Elle se propage. Elle change. Elle devient sa propre entité. La vérité n'appartenait plus à personne. Pas même à moi. Cette pensée est restée avec moi alors que je me garais dans le parking souterrain sous mon immeuble. Le moteur s'est arrêté en ronronnant, et je suis resté là quelques secondes à fixer le mur de béton faiblement éclairé. Même le calme semblait différent maintenant, comme si l'air avait changé autour de moi et que je ne l'avais pas encore rattrapé. J'ai rassemblé mes affaires et je suis monté, l'ascenseur tic-tacant doucement alors qu'il montait étage par étage. Quand j'ai déverrouillé ma porte, l'odeur familière de mon chez-moi m'a enveloppé. Normalement, elle m'apaisait, mais ce soir, elle ressemblait à un rappel de la précarité de ma position toutes ces années, portant le poids seul en arrière-plan de chaque décision prise par ma famille. J'ai posé mon sac sur le comptoir et j'étais sur le point d'éteindre mon téléphone pour la nuit quand une nouvelle notification par email est apparue sur l'écran. Le nom de l'expéditeur m'a noué l'estomac. Bruno Collet. L'ancien responsable de Chloé. Je l'ai ouvert et je suis resté là, au milieu de mon salon, à le lire 2 fois pour m'assurer que je ne l'avais pas imaginé. J'ai baissé le téléphone et j'ai pressé mes doigts sur mon front. Une douleur sourde a commencé derrière mes yeux, le genre qui vient de trop d'émotions frappant en même temps. L'histoire se propageait de manière imprévisible. Quelqu'un de la famille lui avait parlé. Quelqu'un avait franchi cette étape supplémentaire. Et maintenant il était à mon seuil virtuel, demandant de la clarté. Je suis allé jusqu'au canapé et je me suis assise lentement, laissant le téléphone reposer sur mes genoux. Ma poitrine se serrait alors que j'imaginais Chloé assise sur son lit en faisant défiler son téléphone de la même manière qu'elle l'avait fait au parc, inconsciente du mur qui s'inclinait lentement sous ses pieds. Elle avait fait des choix. Elle avait menti pour se protéger. Mais pendant des années, j'avais été celle qui intervenait pour amortir la chute, celle qui colmatait ses excuses avec des histoires qui faisaient paraître sa vie assez stable pour passer l'inspection. J'ai pensé à la dernière fois qu'elle avait appelé pour demander de l'aide, sa voix tremblante m'érodait alors qu'elle disait qu'elle était épuisée, dépassée, incapable d'aller travailler. Elle n'avait pas mentionné qu'elle était sortie avec des amis la veille au soir, ou qu'elle avait utilisé son chèque de paie pour des choses dont elle n'avait pas besoin. Cette vérité n'était apparue que par fragments plus tard, quand elle avait laissé échapper quelque chose et que j'avais commencé à assembler les pièces. Mais même alors, j'étais restée silencieuse. Couvrant. Lissant. Protégeant. Et maintenant son responsable me demandait de vérifier quelque chose que j'avais refusé d'affronter pleinement même avec moi-même. J'ai placé le téléphone face contre table à côté de moi,
je me suis adossé au canapé et j'ai fixé le plafond. Une question bouillonnait dans ma poitrine, lourde et tranchante. Était-ce cruel de dire la vérité? Ou était-ce de la cruauté de continuer à prétendre que le mensonge était inoffensif? Le téléphone a vibré à nouveau. Un message de suivi. Je comprends que cela puisse être inconfortable. Je n'ai pas besoin de détails personnels. Seulement si les informations que nous avons reçues sont exactes. Merci. Je me suis redressé, j'ai repris le téléphone dans mes mains et j'ai lu les mots une troisième fois. Mon pouls battait doucement dans mes oreilles. Je pouvais mentir. Ce ne serait pas difficile. Une seule phrase, assez vague pour éviter de vraies conséquences. Je pourrais dire qu'elle luttait contre le stress, qu'elle aidait maman plus que son emploi du temps ne le permettait, que la vie avait été compliquée. Ce ne serait même pas un mensonge pur et simple. Juste une vérité floue. La vérité floue était la monnaie que ma famille utilisait depuis des années. J'ai laissé échapper un lent soupir et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Peut-être que la vérité n'était pas une arme. Peut-être que c'était une limite. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de la protéger des conséquences des choix qu'elle faisait en toute conscience des risques. J'ai tapé 3 mots. Elle a menti. Ma main a plané au-dessus du bouton envoyé, l'air lourd autour de moi. Je n'étais pas en colère. Pas vengeresse. Juste fatigué de ce cycle sans fin. Si fatigué que même mon rythme cardiaque semblait lent. J'ai appuyé sur envoyer. Le message s'est envolé dans le vide numérique, et la pièce semblait étrangement immobile. J'ai posé le téléphone sur la table basse et je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre dans la nuit. Les rues de Lyon scintillaient faiblement sous les lampadaires, des points jaunes brillant à travers l'obscurité. Un monde toujours en mouvement même alors que le mien semblait suspendu dans le calme. Une demi-heure plus tard, une réponse est arrivée. Merci pour votre honnêteté. Je suis désolé que cette situation vous ait mise dans une position difficile. Malheureusement, nous ne pouvons pas garder une employée qui falsifie les motifs de ses absences. Je souhaite le meilleur à votre famille durant ce qui semble être une période difficile. J'ai fermé le message lentement. Pas de choc. Pas de pic de peur. Pas de frisson. Juste la chute douce dans mon estomac de quelque chose d'inévitable qui atterrissait enfin. Chloé allait perdre son emploi. J'ai glissé mon téléphone sur le côté et j'ai croisé les mains sur mes genoux. La pièce semblait plus froide qu'avant, bien que le chauffage soit allumé. Les implications m'envahissaient une par une, silencieuses et implacables. Elle me blâmerait. Papa enragerait. Maman pleurerait. L'histoire se tordrait à nouveau à travers la famille, tournant comme un nuage d'orage prenant de l'ampleur et de la force. Et je me tiendrais à l'extérieur, pas intact mais plus entraîné vers le fond. J'ai repris le téléphone, m'attendant à un message de quelqu'un de la famille, mais l'écran était vide. Pas de nouvelles notifications. Silence. Lourd et en attente. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé ma tête reposer contre le coussin. Mes yeux se sont fermés. J'ai vu Chloé telle qu'elle était il y a des années quand elle avait 16 ans, assise sur mon lit en pleurant parce qu'elle avait échoué à un cours et que papa criait au sujet du potentiel gâché. Je l'ai vue recroquevillée sur mon canapé quand elle était au début de la vingtaine, disant que sa vie ne semblait jamais rester sur les rails peu importe à quel point elle essayait. La partie de moi qui s'était toujours avancée pour la protéger s'est agitée doucement, comme un vieil instinct qui se réveille. Mais une autre partie de moi, la partie qui était sortie du parc sans s'excuser, a repoussé doucement et fermement. Elle a fait ses choix. Ce n'est pas une punition. C'est la conséquence. La distinction semblait mince, mais elle comptait. Le lendemain matin au travail, tout semblait légèrement décalé. Les lumières du bureau semblaient plus brillantes. Le bruit des claviers plus fort. Je me suis assise à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur le rapport devant moi, mais mon esprit dérivait vers l'échange de mails. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à moitié à un flot de messages. Rien n'est venu. Vers le milieu de la matinée, je suis entré dans les toilettes et je me suis aspergé le visage d'eau. Mon reflet semblait le même que d'habitude. Cheveux bruns tirés en un chignon bas, yeux fatigués, un soupçon de tension dans mes épaules. Mais quelque chose d'intangible avait changé, comme si une porte derrière moi s'était doucement fermée et ne pouvait plus être rouverte. Sur le chemin du retour vers mon bureau,
Manon m'a arrêté dans le couloir. Elle m'a fait un doux sourire. Tu tiens le coup aujourd'hui. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr que ce soit vrai. Je gère. Elle a émis un petit BMMH silencieux, le genre qui signifiait qu'elle acceptait mes mots mais ne les croyait pas totalement. Si tu as besoin de temps, ou d'une pause, fais-le-moi savoir. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau. J'ai travaillé pendant le déjeuner, non pas parce que j'avais hâte d'être productive, mais parce que se concentrer sur des chiffres et des formulaires semblait plus facile que de s'occuper de la douleur silencieuse assise sous mes côtes. C'était tard dans l'après-midi quand mon téléphone a finalement vibré. Un seul message. Il était de Chloé. Tu m'as fait virer. Pas de salutation. Pas d'explication. Juste l'accusation. Tranchante et pointue. Puis un autre message. J'espère que tu es contente. J'espère que c'est ce que tu voulais. Et puis, tu as tout gâché. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse à nouveau. Ma gorge s'est serrée, non pas de regret mais de quelque chose de plus compliqué. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre table. Je ne ressentais aucun triomphe. Aucune satisfaction. Aucun moment de victoire. Juste la compréhension silencieuse que quelque chose d'ancien avait pris fin. Un schéma. Un rôle. Une version de moi-même qui avait passé des années à entrer dans le feu pour que tous les autres puissent éviter la fumée. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Dehors, l'air de début de soirée a frappé mon visage avec une clarté froide qui semblait presque purifiante. J'ai marché lentement vers ma voiture, écoutant le crissement du gravier sous mes bottes. Une porte s'était fermée derrière moi. Fermement. De façon permanente. Et d'une manière ou d'une autre, le monde continuait de tourner. J'ai marché vers ma voiture, écoutant le crissement du gravier sous mes bottes, sentant le calme étrange s'installer sur moi comme si le monde lui-même s'était mis en pause. Ce sentiment est resté avec moi le reste de la soirée, même après être rentré chez moi, même après avoir préparé un dîner que je n'ai pas fini, même après m'être allongé dans mon lit et avoir fixé le plafond dans le noir. Une porte s'était fermée. Pas bruyamment. Pas violemment. Juste fermement. Définitivement, d'une manière qui résonnait à travers chaque partie de moi. Le lendemain matin, j'ai traversé ma routine en pilote automatique. Douche. Café. Travail. Je continuais d'attendre que mon téléphone explose de messages de maman ou papa, qu'une éruption suive les retombées. Mais l'écran restait sombre, le silence presque étrange. Une partie de moi se demandait si la vraie tempête se rassemblait quelque part où je ne pouvais pas encore la voir. Elle est arrivée ce soir-là. Je venais de me changer en pantalon de jogging et en vieux sweatshirt doux, prévoyant de faire une théière de thé et de m'installer dans le canapé, quand des coups ont ébranlé ma porte d'entrée si fort que le cadre photo au mur a tremblé. Pas toqué. Martelé. En colère, urgent, frénétique. Je me suis figé une seconde avant de marcher vers la porte, mais pas lent et lourd. Je savais déjà qui c'était. Mon corps reconnaissait l'énergie avant que mon cerveau ne rattrape le retard. J'ai glissé la chaîne de sécurité en place et j'ai ouvert la porte de quelques centimètres. Chloé se tenait dans le couloir, les yeux rouges, le mascara striant ses joues. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné qui semblait plus frénétique que décontracté. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement comme si elle avait couru dans les escaliers. À la seconde où elle m'a vu, son visage s'est tordu. Tu as ruiné ma vie. Sa voix s'est brisée sur le mot vie, et le son a résonné dans le couloir. J'ai gardé une main sur la porte, la chaîne formant une fine ligne de métal entre nous. Chloé, tu ne peux pas être ici. Elle s'est approchée jusqu'à ce que la chaîne se tende. Tu m'as fait virer. Je n'ai pas de travail, pas d'argent, pas de filet de sécurité. Tu es contente maintenant? C'est ce que tu voulais? Me regarder m'effondrer pour te sentir supérieure. Ces larmes étaient réelles, mais la fureur l'était aussi. Les deux émotions vivaient côte à côte, luttant pour la domination. J'ai pris une lente inspiration. Je ne t'ai pas fait virer. J'ai dit la vérité quand on me l'a demandé. Tu as menti sur la raison de ton absence au travail. C'était ton choix. Elle a laissé échapper un rire aigu qui s'est fissuré à mi-chemin. Tu t'entends? Tu parles comme quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur de sa vie.
Tu penses que tu vaux mieux que moi. Tu l'as toujours pensé. J'ai secoué la tête doucement. Non, Chloé. Je pense que j'ai fini de nettoyer les dégâts qui viennent de tes choix. Cela lui a fait claquer sa paume contre la porte avec une force qui a secoué le cadre. Tu es sans cœur. Tu es égoïste. Tu as jeté ta propre famille parce que tu voulais paraître vertueuse. Sa voix a vacillé. Puis elle s'est élevée à nouveau, désespérée. Si tu m'avais juste couverte une fois de plus. Juste un service de plus. Juste une excuse de plus. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Et soudain, tout en moi s'est immobilisé. Une fois de plus. Ces 4 mots étaient l'histoire de toute notre relation. J'ai avalé ma salive. Si une fois de plus t'avais sauvé, nous ne serions pas ici. Ce n'était jamais juste une fois de plus. C'était à chaque fois. Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas ont résonné dans la cage d'escalier. Lourd. Familier. Un poids que je connaissais depuis l'enfance. Papa a tourné le coin au bout du couloir. Mon estomac a chuté. Il marchait vers nous avec cette démarche raide et déterminée que je reconnaissais de la nuit où il m'avait giflé au dîner de Noël. Sa mâchoire était serrée, ses épaules voûtées vers l'avant par la colère, comme si son corps se souvenait comment occuper l'espace quand il voulait que quelqu'un se sente petit. Chloé s'est écartée et m'a pointé du doigt. Elle ne veut même pas me laisser entrer. Elle agit comme une victime alors que c'est elle qui a tout gâché. Papa s'est arrêté juste devant la porte, si près que je pouvais voir les rides se creuser sur son front. Ouvre la porte, Nathalie. J'ai resserré ma prise sur le cadre. Non. Ses yeux se plissèrent. Tu ne me dis pas non. J'ai senti un frisson descendre le long de ma colonne vertébrale. La dernière fois qu'il s'était tenu aussi près, sa main avait traversé mon visage. Le souvenir a traversé mon corps avant de frapper mon esprit, une secousse de vieille peur mêlée à quelque chose de nouveau. La colère. La clarté. Ma voix est sortie stable. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Il a cligné des yeux. Pour la première fois de ma vie, papa avait l'air sincèrement stupéfait. Comme si j'avais parlé une langue étrangère pour laquelle il n'avait pas de traduction. Chloé a eu le souffle coupé doucement. Tu appellerais les flics contre ton propre père. Oui. Je le ferai. Papa s'est penché, juste légèrement, sa présence pressant vers l'avant. Tu penses que tu peux me menacer dans ton petit appartement. Tu penses que tu peux me manquer de respect sans conséquence. Mon cœur martelait, mais ma voix n'a pas vacillé. Si tu fais un pas de plus, j'appelle la police tout de suite. À ce moment précis, une deuxième porte au bout du couloir s'est ouverte. Daniel Hervé, le syndic de l'immeuble, est sorti tenant une pile de courrier et une boîte à outils. Il a regardé entre nous trois, évaluant rapidement la tension. Sa posture s'est raidie, protectrice d'une manière calme et professionnelle. Tout va bien ici? Papa s'est redressé mais n'a pas reculé. C'est une affaire de famille. Restez en dehors de ça. Les yeux de Daniel se sont tournés vers moi. Vous voulez qu'il soit là, Nathalie? J'ai secoué la tête une fois. Non, je ne veux pas. C'était tout ce dont il avait besoin. Daniel s'est avancé, se plaçant entre ma porte et papa, pas agressivement, mais assez fermement pour que l'équilibre du couloir change. Monsieur, c'est une propriété privée. Si une résidente dit que vous n'êtes pas autorisé à être ici, vous devez partir. Maintenant. La tête de papa a claqué vers lui. Je suis son père. Je ne suis pas en violation de domicile. Daniel a gardé sa voix égale. Si elle dit que vous n'êtes pas le bienvenu, légalement vous êtes en violation de domicile. Et je suis obligé de faire respecter cela. Chloé regardait entre nous, sa colère se transformant en autre chose. De la confusion. De la panique. Papa a fait un demi-pas en arrière, pas volontairement mais instinctivement. Daniel a continué. Si l'un de vous tente de forcer l'entrée ou continue de marteler sa porte, je contacterai la police et déposerai une plainte pour violation de propriété au nom de l'immeuble. Le couloir est devenu silencieux. Complètement silencieux, à l'exception du léger bourdonnement d'un plafonnier. Papa a fixé Daniel, puis moi, puis la chaîne sur ma porte. Sa mâchoire s'est serrée comme s'il mâchait des mots qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. Pendant 10 secondes complètes,
il n'a pas bougé. C'était comme regarder un homme lutter avec un scénario de vie qui ne fonctionnait plus. L'autorité sur laquelle il s'était toujours appuyé ne s'étendait pas au-delà du seuil de mon domicile. Plus maintenant. Finalement, il a reculé. Un pas complet. Le genre qu'il n'avait jamais fait pour moi de toute ma vie. Chloé essuya ses joues, son expression perdue. Papa lui jeta un coup d'œil, puis regarda à nouveau vers moi, les yeux brûlants mais incertains. Ce n'est pas fini. J'ai hoché la tête une fois. C'est fini pour ce soir. Daniel est resté planté là où il était jusqu'à ce qu'il se tourne et commence à marcher le long du couloir. Leurs pas résonnaient alors qu'ils descendaient les escaliers, plus doux à chaque marche. Quand ils ont finalement disparu, Daniel m'a regardé, soucieux d'adoucir ses traits. « Vous allez bien ?» J'ai hoché la tête à nouveau, ma main agrippant toujours le bord de la porte. « Oui. Merci. N'importe quand. S'ils reviennent et vous mettent mal à l'aise, appelez le bureau ou la police. Vous n'avez pas à gérer ça toute seule. » Je l'ai remercié encore, j'ai fermé la porte et j'ai remis la chaîne en place. Mes jambes semblaient instables sous moi, l'adrénaline quittant mon corps par vagues lentes et tremblantes. Je me suis adossé à la porte, pressant mes paumes à plat contre le bois. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Mon rythme cardiaque battait dans mes oreilles. Papa avait reculé. Pour la première fois de ma vie. Le poids de cela s'est installé sur moi lentement, comme la neige s'accumulant couche par couche. Pas lourd. Pas étouffant. Juste indéniable. Je suis resté là dans le calme de ma propre maison, sentant l'écho de ce moment où papa a finalement reculé. Cela bourdonnait en moi comme une vibration basse, un changement si subtil et pourtant si profond que c'était comme si quelque chose dans l'architecture de ma vie avait changé de forme. Je suis resté près de la porte un long moment, respirant lentement, laissant l'adrénaline s'évacuer de mon corps jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Ce n'est qu'alors que j'ai éteint les lumières une par une et que je me suis laissé aller dans mon lit, bien que le sommeil soit venu en morceaux brisés. Le lendemain matin au travail, je me sentais distante de tout ce qui m'entourait. Mes collègues parlaient de projets de week-end, de listes de courses et de prévisions météorologiques. Leur voix flottait dans le bureau comme un bruit de fond sur lequel je ne pouvais pas tout à fait me caler. Mon esprit continuait de tourner autour de la scène à ma porte, rejouant les larmes de Chloé, le regard fixe de papa, l'intervention calme de Daniel, et la sensation froide et inoubliable de tracer une limite qui tenait réellement. Cela semblait monumental. Cela ressemblait aussi au début d'autre chose. Vers 10h45, mon téléphone a vibré sur mon bureau avec un numéro inconnu. Normalement, je laisse les appels inconnus aller sur la messagerie, mais pour une raison quelconque, j'ai décroché celui-ci. Une voix chaleureuse et mesurée m'a accueilli. Je suis médiatrice familiale agréée ici à Lyon. Vos parents m'ont demandé de vous contacter. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Une médiatrice. Mes parents avaient engagé une médiatrice. L'air autour de moi s'est figé. Karine a continué doucement. Ils ont exprimé leur inquiétude quant au fait que vous puissiez traverser une détresse émotionnelle. Ils pensent qu'une partie neutre pourrait aider à ouvrir la communication. Auriez-vous quelques minutes pour parler en privé? Inquiétude. Ce mot pesait lourd dans mon oreille, épais d'implication. Je pouvais presque entendre maman le dire en coulisses, sa voix tremblante, se peignant comme la mère anxieuse suppliant de l'aide. Et papa aussi, resserrant le récit autour de moi, transformant mes limites en instabilité. J'ai fermé les yeux un instant. Bien sûr qu'il l'avait formulé ainsi. Pourtant, j'ai forcé le calme dans ma voix. Oui, j'ai un moment. Je suis entré dans une salle de conférence vide et j'ai fermé la porte derrière moi. Le ton de Karine est resté professionnel, presque apaisant. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas ici pour prendre parti. Je suis ici parce que vos parents s'inquiétaient du fait que votre comportement récent semblait inhabituel. Ils vous ont décrite comme repliée sur vous-même, inhabituellement conflictuelle, et prenant des décisions qui les préoccupent. Ils pensent que vous êtes peut-être soumise à un stress important. J'ai laissé échapper un lent soupir par le nez. La familiarité de la tactique m'a frappé comme une vague froide. Ils appelaient ça une inquiétude. Pour eux, mon refus n'était pas de la force. C'était de la détresse. Ma colère n'était pas justifiée. Elle était instable. Mes limites n'étaient pas autonomes.
C'étaient des symptômes. La manipulation adopte de nombreuses formes. J'étais devenue courante dans au moins 3 d'entre elles. Karine a attendu patiemment. Nathalie, avez-vous ressenti une tension émotionnelle récemment? Des changements soudains signalent souvent que quelqu'un est dépassé. Un rire creux m'a presque échappé, mais je l'ai retenu. Soudain, je me suis senti incroyablement fatigué. J'ai répondu avec précaution. Je ne suis pas dépassé. Je pose des limites. Il y eut une pause. Une longue pause réfléchie. Puis sa voix s'est adoucie. Ce n'est pas ainsi que vos parents l'ont décrit. Bien sûr que non. Je me suis assise, pressant une main contre mon front. Je pouvais imaginer exactement comment papa l'avait expliqué. Nathalie agit de manière irrationnelle. Elle s'isole. Elle refuse la famille. Quelque chose ne va pas chez elle. Nous essayons juste d'aider. Il y a un type spécifique de violation qui survient lorsque quelqu'un reformule votre clarté comme de la confusion. Karine a continué. Je ne suis pas ici pour juger. J'aimerais comprendre de votre point de vue. Qu'est-ce qui a provoqué la rupture de communication? J'ai avalé ma salive. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'espérais. Mon père m'a giflé. Le silence qui a suivi était différent. Lourd. Humain. La voix de Karine a baissé. Je suis vraiment désolé que cela soit arrivé. Merci de me l'avoir dit. Cela a dû être extrêmement douloureux. J'ai fixé la chaise vide en face de moi, sentant quelque chose se serrer, puis se desserrer dans ma poitrine. Il m'a giflé au dîner de Noël. Puis encore au parc, il a essayé de réécrire l'histoire. Et quand j'ai dit non à quelque chose de déraisonnable, il a fait une escalade. Les choix de ma sœur sont devenus ma responsabilité. Tout revenait toujours à moi par défaut. J'ai dit non. C'est tout ce qui a changé. Une autre pause. Puis Karine a dit quelque chose qui m'a prise au dépourvu. Poser une limite n'est pas une crise comportementale. C'est un acte d'autoprotection. Mon souffle s'est légèrement coupé. Je ne m'attendais pas à une validation. Je m'étais préparé à la neutralité au mieux. Elle a continué. Parfois, les familles qui comptent sur un membre pour tout stabiliser luttent lorsque cette personne s'éloigne. Ils peuvent interpréter les limites comme un abandon. Ils peuvent même pathologiser cela. Mais cela ne rend pas votre limite malsaine. Mes yeux ont piqué légèrement. J'ai cligné fort des yeux. Karine a expiré doucement à travers le téléphone. Je ne suis pas ici pour diagnostiquer, mais ce que vous décrivez n'est pas un dysfonctionnement émotionnel. Cela ressemble à un changement dans des rôles familiaux de longue date. Cela peut sembler déstabilisant, surtout pour ceux qui bénéficiaient de l'ancienne dynamique. Ces mots ont pénétré en moi lentement. Comme de l'eau chaude. Comme une reconnaissance. Puis elle a ajouté, vos parents ont demandé une séance de médiation. Seriez-vous ouverte à cela? J'ai hésité. J'imaginais être assise dans une pièce avec papa insistant sur le fait qu'il était la victime de ma désobéissance, maman se tordant les mains, Chloé me fusillant du regard. J'imaginais Karine assise entre nous essayant de guider une conversation qui virerait inévitablement vers la pression émotionnelle, la culpabilité, les exigences et le déni. Le vieux scénario. Mais je me suis aussi souvenu du parc. De la porte. De la chaîne de sécurité. De la façon dont papa avait reculé quand j'avais refusé de céder. Peut-être que la médiation pouvait servir un objectif différent cette fois. Si je fixais les règles. J'ai pris une longue inspiration. Je serais ouverte à la médiation sous certaines conditions. Karine a répondu calmement. Je vous écoute. Je les ai énumérées lentement, une par une, ma voix stable alors que je façonnais chaque ligne de protection. Ma sécurité physique n'est pas négociable. Mon père doit rester assis et en face de moi à tout moment. Il ne doit y avoir aucun cri. Aucun contact physique. Aucune approche. Aucune accusation d'instabilité mentale. Et aucune demande impliquant que je loge ou soutienne financièrement ma sœur. Karine a émis un son d'acquiescement. Ce sont des limites raisonnables. Je peux les mettre en œuvre. Et encore une chose ai-je dit. Ma participation est volontaire. Si à un moment donné ces limites sont franchies, je partirai. Elle a répondu avec plus de chaleur dans sa voix qu'auparavant.
J'ai fermé les yeux et laissé échapper un souffle qui semblait plus lourd que prévu. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté dans la salle de conférence vide un moment, laissant le poids s'installer. Mes mains étaient stables. Ma respiration régulière. Il y avait quelque chose d'ancrant à entendre une professionnelle dire que je n'étais pas instable. Je n'étais pas irrationnel. Je ne m'effondrais pas. Je brisais un schéma. Je suis retourné à mon bureau avec une clarté lente dans mes pas. Le bureau bourdonnait autour de moi. Les téléphones sonnaient. Les imprimantes ronronnaient. Des gens riaient à 3 bureaux de là. Le monde restait inchangé, mais je me sentais différente de la personne qui était entrée dans cette pièce 20 minutes plus tôt. Cet après-midi-là, alors que je faisais mon sac pour quitter le travail, une réalisation silencieuse s'est installée sur moi comme une fine couverture. Le contrôle ne ressemblait pas toujours à des cris. Il ne ressemblait pas toujours à des coups de poing sur la table ou à des mots durs. Parfois, le contrôle arrivait déguisé en inquiétude. Parfois, il parlait doucement. Parfois, il s'enveloppait de gentillesse et s'appelait aide. Mais l'effet était le même. Effacez vos limites. Effacez votre autonomie. Retournez au rôle que nous vous avons assigné. Soyez qui nous avons besoin que vous soyez pour que nous n'ayons pas à changer. En marchant vers ma voiture, mon souffle visible dans l'air froid, j'ai senti la plus petite lueur de quelque chose de stable en moi. La force. Pas l'ancien genre, celui qu'ils utilisaient pour justifier d'empiler du poids sur moi. Un nouveau genre. Le genre qui savait quand dire non. Le genre qui connaissait la différence entre le soin et le contrôle. Le genre qui comprenait que les étiquettes pouvaient être des armes. Et le genre qui reconnaissait enfin que leur inquiétude n'avait jamais porté sur mon bien-être. Elle portait sur la préservation de la version de moi qui les servait le mieux. Un nouveau genre. La pensée est restée avec moi au cours des jours suivants alors que Karine coordonnait la séance de médiation. Je traversais le travail, les courses et les soirées à la maison avec une stabilité étrange sous mes côtes, comme si quelque chose en moi s'était enfin verrouillé en place. J'étais nerveuse, mais pas effrayée. Bouleversée, mais pas en train de m'effondrer. Pour la première fois de ma vie, l'idée d'affronter ma famille dans une pièce contrôlée ne ressemblait pas à entrer dans un piège. Cela ressemblait à marcher sur un terrain plat. La médiation était prévue pour le samedi matin dans un petit immeuble de bureaux à l'ouest de Lyon. Le ciel était d'un bleu d'hiver pâle quand je me suis garé sur le parking. Mes mains étaient stables sur le volant, mais ma poitrine semblait serrée de cette manière familière qui venait chaque fois que j'étais sur le point de retourner dans l'attraction gravitationnelle de personnes qui m'avaient façonné pendant si longtemps. Je me suis assise dans la voiture un moment, regardant mon souffle embuer le pare-brise. Quand je suis finalement sorti, l'air froid a frappé mon visage avec une netteté qui a réveillé quelque chose en moi. J'ai resserré mon écharpe et j'ai marché vers la porte vitrée du centre de médiation. À l'intérieur, la salle d'attente était calme. Des murs beige neutres. Des plantes qui étaient vraies mais bien taillées, le genre qui pouvait survivre à presque tout. Une machine à café bourdonnant doucement. L'air sentait légèrement l'amande poivrée. Karine m'a accueilli avec un petit sourire. Elle portait un pull bleu clair et tenait un dossier dans ses mains. Merci d'être venue, Nathalie. Vos parents et votre sœur sont déjà dans la salle de conférence. Déjà là. Je suis déjà en train d'attendre. Cela semblait cohérent. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai suivie dans le court couloir. Quand elle a ouvert la porte, j'ai trouvé papa assis les bras croisés, adossé à sa chaise comme s'il gardait un territoire. Maman était assise à côté de lui, serrant un mouchoir même si elle ne pleurait pas encore. Chloé était assise une chaise plus loin, semblant plus petite que d'habitude, son regard fixé sur ses mains. Karine s'est installée en bout de table. Elle a commencé d'un ton calme. Le but d'aujourd'hui est de donner à chacun un espace structuré et respectueux pour communiquer. Nous parlerons une personne à la fois. Nous honorerons les limites. Et nous nous concentrerons sur des solutions qui ne violent l'autonomie ou la sécurité de personne. La mâchoire de papa s'est légèrement serrée au mot limite, mais il n'a rien dit. Karine s'est tournée vers moi en premier. Nathalie, puisque cette réunion a été demandée au nom de vos parents, j'aimerais que vous commenciez par partager ce que vous espérez obtenir d'aujourd'hui. J'ai croisé les mains et je les ai regardés chacun à leur tour avant de parler. Je veux de la clarté. Et je veux que mes limites soient respectées. C'est tout.
Papa s'est penché en avant, comme s'il montait sur une vieille scène familière. Tes limites sont devenues déraisonnables. La famille s'entraide. Je veux que tu ouvres ta maison à nouveau. Juste jusqu'à ce que Chloé se remette sur pied. Tu as de l'espace. Tu as de la stabilité. Nous demandons de la compassion. Compassion. Un autre mot qui avait été étiré jusqu'à la corde au fil des ans. Karine a levé la main doucement. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Nathalie, comment aimeriez-vous répondre? J'ai soutenu le regard de papa fermement. Je n'ouvrirai pas mon appartement. Je ne prendrai pas la responsabilité du logement de Chloé. Mon domicile n'est pas une option. Maman a commencé à pleurer doucement comme sur commande, serrant son mouchoir plus fort. Mais c'est ta sœur. Elle n'a nulle part où aller. Nous ne pouvons plus la soutenir seule. Chloé a finalement levé les yeux vers moi, ses yeux cernés d'épuisement. J'essaie, d'accord. J'ai perdu mon emploi. J'essaie de comprendre les choses. Mais que tu me fermes la porte comme ça ressemble à une trahison. J'ai senti quelque chose s'adoucir en moi, mais pas assez pour plier. J'ai expiré. Je ne te trahis pas. Je sors d'un rôle que je n'ai jamais accepté. La voix de papa s'est aiguisée. Chloé a besoin d'un endroit où rester. Nous ne partirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas réglé ça. Karine est intervenue doucement. Nous travaillerons vers des solutions, mais le logement n'est pas quelque chose que Nathalie est obligée de fournir, surtout contre sa limite déclarée. Papa s'est hérissé, clairement peu habitué à ce qu'une partie neutre impose des limites. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti une feuille de papier. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai une offre. Une dernière. Tous les trois ont levé les yeux. Je paierai pour 3 mois de thérapie pour Chloé. Pas en liquide. Pas par votre intermédiaire. Directement à la clinique. Une thérapie individuelle, des séances hebdomadaires, avec un professionnel agréé. La bouche de Chloé s'est légèrement ouverte. Une thérapie. Papa a ricané. Elle n'a pas besoin de thérapie. Elle a besoin d'aide. C'est à ça que sert la famille. Maman a tamponné ses yeux. La thérapie coûte cher. Et c'est inutile. Elle est juste dépassée. J'ai secoué la tête. La thérapie est la seule aide que je suis prête à offrir. Et ce n'est pas une punition. C'est une opportunité. 3 mois. Entièrement payés. Après cela, elle continue si elle le choisit. Mais j'ai fini d'entrer dans le feu pour qu'elle n'ait pas à sentir la chaleur. Chloé a avalé difficilement, ses yeux brillants. Tu offres une thérapie au lieu d'un toit. J'ai hoché la tête. Oui. Parce qu'un toit ne résout que le problème de surface. La thérapie s'attaque au schéma sous-jacent. Et je ne finance plus la surface. Papa a frappé légèrement sa paume sur la table. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. Nous sommes venus pour que tu prennes tes responsabilités envers ta famille. La voix de Karine a coupé rapidement. Excusez-moi. Nous devons faire une pause. Monsieur Brox, votre fille propose une solution structurée et pratique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec elle, mais c'est une résolution légitime basée sur des limites. Si vous ne pouvez pas vous engager respectueusement, je mettrai la séance en pause. Papa avait l'air de vouloir argumenter, mais le ton de Karine ne laissait aucune ouverture. Après un moment tendu, il s'est reculé et a fermé sa bouche. Tous les yeux se sont tournés vers Chloé. Elle a fixé la table pendant un long moment, ses épaules se soulevant et s'abaissant avec des respirations superficielles. Je pouvais voir la lueur de fierté. La piqûre de l'humiliation. Le bord de la peur. Le tourbillon de colère. Tout cela se battant en elle. Finalement, elle a chuchoté. Et si je ne veux pas de thérapie? J'ai répondu doucement. Alors tu ne la prends pas. Et tu trouves tes propres solutions. Son visage s'est tendu. Je ne peux pas me le permettre moi-même. J'ai hoché la tête une fois. C'est pourquoi je propose ceci. 3 mois. Une vraie chance de comprendre les schémas qui continuent de te tirer vers le fond. Mais je ne serai plus le filet. Si tu veux de la stabilité, c'est le chemin. Elle a essuyé sous un œil, attrapant une larme avant qu'elle ne tombe. Sa voix s'est brisée. Je ne veux pas faire ça.
Mais je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je n'ai pas d'option. La pièce est devenue immobile. Elle m'a regardé pleinement, ses yeux enflés, sa voix mince. Bien. Je prendrai la thérapie. Mais pas parce que tu veux que je grandisse ou quoi que ce soit. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. J'ai rencontré son regard avec une stabilité tranquille. Papa a soupiré lourdement et a secoué la tête en signe de désapprobation, mais même lui savait que la conversation avait échappé à son contrôle. Maman avait l'air fatiguée, dégonflée, comme si le script qu'elle voulait suivre s'était effondré entre ses mains. Karine a hoché la tête lentement, sa voix chaleureuse. Alors nous avons un point de départ. 3 mois de thérapie, payés directement par Nathalie. Pas de dépendance financière. Pas de dépendance au logement. Pas d'obligation supplémentaire. Elle a regardé chacun de nous pour confirmer. Personne ne s'est opposé. Pas même papa, bien que le muscle de sa mâchoire ait tressailli. Karine a fermé son dossier doucement. C'est la première étape vers de nouvelles limites. Cela prendra du temps. Mais la clarté a été dite aujourd'hui. C'est important. Alors que nous nous levions tous, Chloé s'est attardée un moment à côté de sa chaise, frottant sa manche avec des doigts tremblants. Je l'ai regardée calmement, incertaine si elle allait sortir en trombe, pleurer ou dire quelque chose de blessant. Au lieu de cela, elle a expiré lentement et a murmuré, « Je ne sais pas encore ce que cela signifie. » J'ai répondu doucement. « Tu n'as pas à le savoir. C'est juste le début. » Elle a hoché la tête à peine, presque imperceptiblement, puis a marché vers la porte. Papa a suivi, raide et silencieux. Maman traînait derrière, son mouchoir serré fort. Aucun d'eux ne s'est retourné vers moi. Je suis resté assise un moment de plus, laissant l'air s'installer. Je n'étais pas sûr si quelque chose avait vraiment changé, ou si c'était juste un autre changement fragile attendant de se briser. Mais les mots avaient été dits. Les limites avaient été nommées. Et pour la première fois, elles n'avaient pas été rejetées. J'ai pris mon sac, remercié Karine calmement, et je suis sorti dans l'air froid du matin, incertaine de ce qui allait suivre, mais certaine de ceci, la ligne avait été tracée. Et même ma famille ne pouvait pas prétendre ne pas l'avoir entendu. Je suis sorti dans l'air froid du matin, incertaine de ce qui allait suivre, mais certaine d'une chose. La ligne avait été tracée, et ils l'avaient tous entendu. Cette certitude est restée avec moi dans les jours qui ont suivi. Elle est restée quand la maison était calme la nuit. Elle est restée pendant les longs trajets de retour du travail. Elle est restée quand je me surprenais à écouter une vibration de téléphone qui ne venait jamais. Il y avait une stabilité en moi qui semblait inconnue et pourtant profondément bienvenue, comme découvrir une pièce verrouillée dans une maison où j'avais vécu toute ma vie. 3 mois ont passé calmement. L'hiver s'est transformé en dégel lent du début du printemps. Les trottoirs autour de mon immeuble sont devenus humides et boueux, puis ont séché lentement à mesure que les températures grimpaient. Ma vie a pris un rythme qui ne tournait pas autour de la crise de quelqu'un d'autre. Pas d'appel téléphonique soudain suppliant de l'aide. Pas de martèlement à ma porte. Pas de demande déguisée en devoir familial. Mes soirées sont devenues simples. Dîner. Un livre. Une promenade lente quand le soleil se couchait un peu plus tard chaque soir. Parfois, le silence remplissait l'appartement d'une manière qui semblait guérir des parties de moi dont je ne réalisais pas qu'elles étaient fatiguées. Toutes les quelques semaines, Karine m'envoyait de brèves mises à jour, pas détaillées, juste assez pour confirmer que Chloé assistait à ses séances de thérapie. Au début, je me préparais à chaque mise à jour, craignant qu'elle n'ait abandonné, ou soit partie en claquant la porte, ou ait refusé de participer. Mais chaque message disait la même chose. Elle y assistait. Elle se présentait. Elle était calme mais coopérative. 2 mois plus tard, une autre mise à jour est arrivée. Chloé avait pris un emploi à temps partiel dans une petite entreprise de comptabilité à Lyon. Rien de glamour, rien de stable encore, mais quelque chose qu'elle avait trouvé elle-même et pour lequel elle avait postulé seule. Elle allait en thérapie. Elle travaillait. Elle payait son propre transport. Elle ne me demandait rien. Je me suis permis de ressentir un espoir prudent. Ce n'était pas parfait. C'était ma responsabilité. Et c'était la première fois que je voyais cela de sa part. Papa et maman gardaient leur distance. Pas froidement, exactement, mais de manière mesurée. Contrôlée.
Nous avons échangé quelques SMS polis sur la météo ou les vacances à venir, rien de personnel, rien de houleux. Ils ne se sont jamais excusés de manière complète et directe pour ce qui s'était passé au dîner de Noël, et j'ai fini par réaliser qu'ils ne le feraient probablement jamais. Leur version de la paix était le silence, pas la responsabilité. Et je pouvais vivre avec ça, tant que le silence était mutuel. Je ne craignais plus les réunions de famille, ni les appels téléphoniques, ni les embuscades émotionnelles. Je ne faisais plus les 100 pas dans mon salon en répétant des explications qui ne les satisferaient jamais. Je ne tressaillais plus quand je voyais le nom de papa apparaître sur mon identifiant d'appel. Il appelait rarement, et quand il le faisait, le ton était modéré, presque formel. Il ne me disait jamais quoi faire. Il n'exigeait jamais. Il n'évoquait jamais le fait que Chloé emménage dans mon appartement. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un respect né de la distance. Un samedi après-midi fin mars, je nettoyais ma cuisine quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie, puis je l'ai vérifié quelques minutes plus tard. C'était Chloé. Sa voix était calme mais stable. Salut. Je voulais juste te dire que j'ai fini la dernière séance de thérapie que tu as couverte. Je vais continuer à y aller. Je peux me le permettre maintenant. Je sais que tu n'as pas besoin de mise à jour, mais je pensais que tu devais l'entendre de ma bouche. C'est tout. Je suis resté dans ma cuisine pendant un long moment, ma main reposant sur le comptoir, écoutant le message vocal à nouveau. Non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que cela ressemblait à entendre une partie d'elle que je n'avais pas connue. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais laisser le moment respirer. Apprécier qu'elle prenait ses responsabilités sans transformer cela en une nouvelle obligation pour moi. Plus tard dans la soirée, j'ai envoyé une réponse simple. Je suis contente d'entendre ça. Prends soin de toi. Elle a répondu avec juste 3 mots. J'essaie. Elle. Le printemps a continué de se déployer. Les arbres bourgeonnaient. Les oiseaux revenaient. La lumière devant ma fenêtre s'attardait un peu plus longtemps chaque jour. Ma vie semblait plus facile d'une manière qui n'était pas dramatique mais profondément ressentie. Il n'y avait pas de crise à gérer. Pas de tornade émotionnelle balayant mon salon. Pas d'attente qui avalait mon temps et mon argent. J'avais de l'espace. J'étais au calme. J'avais le contrôle sur ma propre porte d'entrée. Un soir d'avril, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, regardant les gens promener leurs chiens le long du trottoir en contrebas. Un couple en vestes assorties, un jeune homme avec un casque, une femme dans la soixantaine avec un golden retriever qui semblait connaître tout le monde dans le quartier. Je regardais le rythme ordinaire des gens vivant leur vie, et quelque chose en moi s'est installé complètement en place. La vengeance n'avait jamais été mon but. Et au cours des derniers mois, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance ne consistait pas à blesser quelqu'un qui vous avait blessé. Il s'agissait de refuser de les laisser continuer à vous blesser. Il s'agissait de sortir d'un rôle qu'il dépendait de vous pour jouer, même quand ce rôle vous gardait petit. Il s'agissait de récupérer de l'espace dans votre propre vie que vous aviez silencieusement donné pendant des années sans vous en apercevoir. La vengeance, il s'est avéré, n'était pas bruyante. Elle n'était pas dramatique. Elle n'était pas destructrice. C'était une porte que vous choisissiez de ne plus ouvrir. C'était un seul mot prononcé clairement après une vie d'hésitation. C'était non. Ce seul mot avait tout changé. Il avait déplacé le sol sous ma famille. Il avait forcé chacun de nous à affronter des choses que nous avions prétendu ne pas voir. Il avait envoyé Chloé en thérapie. Il avait empêché papa de lever la main à nouveau. Il avait sorti maman du rôle de gardienne de la paix silencieuse. Il avait reconstruit ma vie de l'intérieur. Dire non n'avait pas brisé ma famille. Cela avait brisé le schéma qui me brisait. J'ai pris une autre gorgée de thé, sentant la chaleur se répandre en moi alors que le crépuscule s'installait sur Lyon. Le bourdonnement d'une voiture qui passait dérivait depuis la rue. Une légère brise passait à travers les barreaux du balcon. J'ai pensé aux gens qui pourraient écouter mon histoire en ce moment, peut-être en cuisinant le dîner ou en pliant le linge ou en étant assis dans leur propre moment calme à se demander où devraient être leurs limites. J'ai pensé aux femmes qui avaient passé des années à tout maintenir ensemble parce que personne d'autre ne le ferait. J'ai pensé à quel point il était difficile de se choisir soi-même après une vie passée à choisir tout le monde en premier.
Et je me suis demandé à quoi leur vie pourrait ressembler si elles disaient non juste une fois. Alors que je termine ce chapitre de ma vie, je veux vous demander quelque chose. Si un seul refus pouvait changer toute une famille, auriez-vous le courage de le dire ?